Jérôme Barella, 9 procédures judiciaires. Yannick Barella, 2 plaintes. Joël Barella, 2 plaintes également. Alors que la polémique autour des possibles dysfonctionnements judiciaires dans l'affaire Liana prend de l'ampleur, c'est désormais toute la famille Barella qui se retrouve au cœur de ce fiasco. Depuis l'arrestation de Jérôme Barella, la justice a rattrapé son frère Yannick et son père Joël. Si aucun lien direct n'a été établi entre les différentes affaires, le timing lui interroge. Pendant près de 2 décennies, les 3 hommes ont agi en même temps. Une question se pose alors, la violence se transmet-elle en héritage? C'est ce à quoi on a tenté de répondre dans un nouvel épisode de Décryptage. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Décryptage. Aujourd'hui, c'est de la famille Barella dont nous allons parler. Et pour mieux se plonger dans le sujet, il faut déjà comprendre à qui a-t-on affaire dans cette histoire. Tout commence avec Jérôme Barella, 41 ans, principal suspect dans le meurtre et le viol de la petite Liana. Depuis le vendredi 29 mai dernier, il est en détention provisoire pour enlèvement et séquestration. En apparence, Jérôme Barella a tout du type sans histoire. Père de 2 petites filles, âgées de 7 et 11 ans, ses voisins le décrivent comme souriant et serviable. En réalité, le CV judiciaire de ce père de famille dévoile une autre facette de sa personnalité. Je vous ramène 10 ans en arrière pour retracer la vie de Jérôme Barella, bien avant le meurtre de la petite Liana. À cette époque, Jérôme Barella fait l'objet d'une première procédure. La maman d'une ado de 17 ans va signaler auprès de la gendarmerie que sa fille mineure entretient une relation avec Barella, alors âgé de 32 ans. Alors qu'il travaille comme agent d'entretien dans un lycée, Barella est licencié pour comportement inapproprié envers une élève. Cette fois, c'est une plainte pour viol sur une fillette d'à peine 7 ans qui est déposée contre lui. Il s'agissait de l'amie d'une de ses enfants. Les faits se seraient déroulés au domicile du suspect, à Montestruc-sur-Gers. Mais l'examen psychologique conclut à des affabulations. L'Office national des mineurs en France reçoit un signalement à l'encontre de Jérôme Barella provenant d'un organisme américain spécialisé dans la lutte contre la pédocriminalité. Il est suspecté d'avoir des activités criminelles en ligne. Une fois encore, une nouvelle plainte pour viol répétée sur Rosa, une petite fille de 10 ans, encore une amie d'une de ses enfants, est déposée. Les faits sont constatés à la suite d'examens médico-légaux. La petite fille affirme avoir subi plus de 50 viols de la part de son bourreau. Suite au meurtre de la petite Liana, 2 nouvelles plaintes sont déposées. D'abord le 3 juin. Un père dépose plainte pour viol sur sa petite fille de 11 ans, placée par l'aide sociale à l'enfance. Les faits auraient été commis lors d'une soirée pyjama au domicile du suspect. Puis, une autre plainte pour viol est déposée le 5 juin dernier par la mère d'une autre fillette de 11 ans pour des faits datant de 2023. Et ça ne s'arrête malheureusement pas là. Les témoignages sur le comportement de Jérôme Barella ne cessent de se multiplier. Écoutez. Il me dit « Tu veux aller à la piscine à Solomiac demain après-midi ?» Que moi je lui dis que je pense pas que je peux. Il m'invitait très souvent, je pense une quinzaine de fois à peu près. C'était vraiment, surtout dans les derniers mois, c'était vraiment presque toutes les semaines, quoi. Mais le plus fou dans ces accumulations d'affaires et de violences sexuelles, c'est que d'autres membres du clan Barella vont être mis en cause. À commencer par son frère Yannick. Yannick Barella, le frère aîné âgé de 44 ans et sans emploi. À cause de la mise en examen de son frère Jérôme, il subit du cyberharcèlement et décide de porter plainte pour diffamation. Quand les policiers le reçoivent, ils découvrent que Yannick fait en réalité l'objet de 2 plaintes pour viol et séquestration. Dans la foulée, il est placé en garde à vue. L'une d'elles avait 17 ans lorsqu'ils se sont rencontrés et relate des faits qui se seraient produits entre 2007 et 2011. La seconde était majeure et dénonce, elle, des faits commis en mars 2018. Yannick Barella a été mis en examen par un juge d'instruction, mais n'a pas été placé en détention provisoire. Enfin, c'est au tour du passé judiciaire de Joël Barella, le père, de refaire surface. Au même moment, on va apprendre que lui aussi fait l'objet de plusieurs plaintes. À l'époque, cet ancien artisan dans le bâtiment de 71 ans est en couple avec une femme qui a déjà 2 petites filles, Priscilla et Maeva. Ce sont elles qui accusent leur grand-père par alliance d'abus
actuelle. Je vous laisse écouter le témoignage de Maëva au micro de nos confrères de BFM TV. Ça a commencé par des gestes parce que je dormais dans une caravane et j'avais peur à cet âge-là. Puis ça s'est déroulé dans la piscine sur le terrain, puis à la mer. Les deux procédures ont été classées sans suite en 2020 et 2021, mais le parquet de Béziers a décidé de rouvrir l'affaire concernant Maëva dans le sillage de l'affaire Liana. Quand on découvre la vie de ces trois hommes, on se dit clairement qu'on n'est pas sur une histoire de hasard. C'est un schéma qui se répète, et cela n'a rien d'anodin. Pour comprendre le schéma familial de la famille Barella, plongeons-nous dans leur passé. Cette histoire nous conduit à Cox, un village de 400 habitants de Haute-Garonne. C'est là que s'est installée la famille Barella, dans une maison construite en partie par Joël, le père. Les habitants du secteur qui l'ont côtoyé il y a plusieurs années décrivent un patriarche amateur de bricolage à tel point qu'il l'avait surnommé Gadget. Quant aux deux frères, Yannick et Jérôme, un ancien instituteur de leur école se souvient de deux garçons dociles et polis. Il décrit même le cadet comme un bébé très timide. Joël est resté de très nombreuses années en couple avec Pierrette, la mère de Yannick et Jérôme, une ancienne cantinière, avec qui il a aussi eu une fille. Ils finissent par divorcer et vendre la maison familiale. On retrouve la trace de la famille Barella au collège de la commune. Puis, la fratrie rejoint le lycée professionnel Pardillan à Auch. À cette époque, les deux frères sont très proches et partagent la même bande d'amis. Un ami d'enfance de Jérôme, avec lequel il a partagé une chambre pendant ses 3 années de lycée, s'est confié à ce propos sur BFM TV. C'est quelqu'un de plutôt timide, plutôt réservé, pas trop démonstratif sur certaines choses, parlait pas trop de sa vie privée en général, mais quelqu'un de très gentil et très souriant. À partir de cette période, c'est le trou noir. On ne retrouve plus aucun lien entre Jérôme, Yannick et Joël Barella. On sait néanmoins que Joël s'est remarié. Il est parti s'installer dans une maison, dans l'Hérault, à Vias. Là-bas, le septuagénaire est plutôt apprécié. Gentil, agréable, un homme sans problème, le cœur sur la main, voilà les qualificatifs utilisés par ses voisins pour le décrire. En 2013, c'est pourtant cet homme bien sous tout rapport qui est accusé d'inceste. Joël Barella aurait ensuite divorcé de la grand-mère de ses victimes présumées. Jérôme, lui, est devenu père de famille. Il a exercé comme agent dans les lycées avant de devenir intérimaire. Il habite à Montestruc-sur-Gers, un village situé à 7 km de Florence, d'où venait Liana. Yannick, lui, s'est marginalisé. Sans emploi, il est parti vivre à Auch, seul, dans une caravane, à moins de 20 km de son frère. Au micro de RTL, un ancien collègue s'est confié à propos du comportement de Yannick. Donc on se disait que quand même, il était en galère, et quand il a su qu'il continuerait pas avec nous, il nous a dit qu'il retomberait dans ses travers et puis que ça allait le mettre encore plus dans ses addictions et qu'il s'en sortirait pas. En revanche, à défaut de se côtoyer, les deux frères ont un point commun. Ils sont très présents sur les applications de rencontres. Yannick s'y décrit comme un nymphomane souhaitant explorer de nouvelles choses et à la recherche d'une copine de sexe pour explorer ses fantasmes sans tabou. À nos confrères de la Dépêche du Midi, une Gervoise raconte avoir rencontré Jérôme Barella également sur une appli. Elle l'aurait côtoyé quelque temps lorsqu'elle avait 17 ans. La jeune femme n'est pas un homme insistant et tactile dès le premier rendez-vous qui lui donnait l'impression de rechercher des filles beaucoup plus jeunes que lui. Et quand on connaît le passif de Jérôme Barella, difficile de prendre cette remarque à la légère. Mais alors pourquoi les frères Barella sont-ils aussi présents sur les applications de rencontres? On a posé la question à Laurent Layet, psychiatre et expert auprès des tribunaux. Alors, chez un certain nombre d'agresseurs sexuels, il peut y avoir des phénomènes un peu d'hypersexualité, c'est-à-dire des besoins sexuels importants, ou en tout cas un besoin sexuel qui n'est pas satisfait, et donc qui génère une frustration. Et cette frustration, cet état interne qui est très compliqué à gérer pour l'individu, parce que finalement, il n'a pas les moyens psychiques de gérer cet état interne, il va essayer de l'externaliser, alors au travers de sites de rencontres, au travers de rencontres multiples, et puis aussi au travers de passages à l'acte envers des enfants, par exemple. Si Jérôme, Yannick et Joël restent présumés innocents, les récentes informations dressent le tableau d'une famille traversée par toute forme de violence. Et c'est précisément ce qui nous amène à la question de ce décryptage, comment la violence peut-elle devenir un héritage ? D'abord, il faut bien comprendre que la violence ne se transmet pas comme un gène. Et ce n'est pas parce qu'une personne grandit dans une famille traversée par la violence qu'elle deviendra violente à son tour. Ce qui peut se transmettre, en revanche, ce sont des schémas. On a interrogé le docteur Layet à ce propos. Dans un certain nombre de familles, parce que des gens ont été victimes, et parce que les traumatismes n'ont pas été révélés,
parce que les enfants n'ont pas été protégés, parce que la parole ne s'est pas libérée, il se crée effectivement des circonstances à l'intérieur d'une cellule familiale qui sont propices à la réitération de ce type de passage à l'acte d'une génération à une autre. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la victime à une certaine génération n'a pas été protégée, parce que la victime n'a pas été prise en charge, et cette espèce de schéma va, on va dire, se retrouver une génération plus bas, et ça va favoriser à nouveau un passage à l'acte. Donc, c'est pas quelque chose qui se transmet comme étant une génétique particulière, mais c'est plutôt des facteurs environnementaux familiaux qui se retrouvent. Yannick et Jérôme Barella ont-ils été victimes ou témoins de violences en grandissant ? Impossible de dire à ce stade. Mais on ne peut pas passer à côté du climat actuel qui place au-dessus des Barella. Malheureusement, dans ces familles traversées par des accusations de violences sexuelles, c'est la loi du silence qui est de mise, et les Barella ne font pas exception. En effet, la parole de l'enfant victime vient souvent bouleverser tout un équilibre familial. Il est alors plus facile de la remettre en question que d'accepter la vérité. Effectivement, dans les familles dans lesquelles il y a des passages à l'acte incestueux, il peut y avoir la question du silence explicite, c'est-à-dire que l'auteur dit à la victime « tu ne le diras à personne ». Si la personne, elle prend la parole, elle va éclater la dynamique familiale. Et en fait, pour maintenir coûte que coûte cette homéostasie familiale, la parole, elle va rester en fait cadenassée et secrète à l'intérieur de la famille. C'est précisément ce que raconte l'histoire de Priscilla, la petite fille par alliance de Joël. Lorsqu'elle accuse Joël Barella, plusieurs membres de la famille prennent la défense du grand-père. Maëva s'était d'ailleurs confiée à ce propos de cette omerta familiale. Moi, dans ma famille, la seule personne qui m'a soutenue, ça a été ma sœur et ma mère. Parce que le reste de ma famille nous a toujours traités de menteuses. Dire qu'une enfant à cet âge-là, c'est aguicheur, je trouve ça gros. Je pense qu'à cet âge-là, un enfant, c'est inconscient de tout. Et enfin, il faut également prendre en compte la figure de l'auteur. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, le rappelle depuis des années. Les violences sexuelles sur mineurs sont massives et elles ont très souvent lieu dans la famille. Dans son rapport de 2023, elle indiquait que sur les 160 000 enfants victimes d'un viol ou d'une agression sexuelle chaque année, 60% le sont au sein de la famille. Mais alors pourquoi l'inceste reste un impensé ? On a posé la question au psychiatre Laurent Layet. Les auteurs de violences sexuelles à l'intérieur de ces familles ont un comportement, on va dire, qui va être d'une certaine façon un peu dissocié, un peu clivé. C'est-à-dire que ça peut passer, par exemple, pour un bon père de famille, pour quelqu'un qui est très sociable, pour quelqu'un qui est très agréable, pour quelqu'un qui prend soin de ses enfants, qui renvoie une image très positive. Et à l'intérieur du huis clos familial, il va faire ses passages à l'acte. Et souvent, dans les familles, quand c'est révélé, on dit on aurait pensé à tout le monde, mais pas à lui. Pourquoi ? Parce que dans l'inconscient collectif, un père incestueux qui passe à l'acte, il doit avoir un marqueur physique, un marqueur psychologique, ça doit se voir. Or, ça ne se voit pas. Ou en tout cas, il faut accepter d'aller chercher ou de remarquer un certain nombre de signes, mais qui ne sont pas forcément des signes évidents. Dans le cas de Joël Barella, plusieurs témoignages le décrivent comme un homme influent dans son entourage. C'est lui qui avait l'argent et qui construisait des maisons pour la famille. Dans le dossier Barella, il ne s'agit donc pas de dire qu'une famille serait maudite ou que la violence serait inscrite dans le sang. Il s'agit de comprendre comment un climat familial, fait de silence, de domination, de déni, peut permettre à des violences de se répéter. Et c'est peut-être cela le cœur de cette affaire. Ce ne sont pas seulement les actes présumés de 3 hommes qui interrogent, mais une violence potentiellement née dans les années 80 dans la maison Barella et reproduite dans la vie de Yannick et Jérôme. Car dans les familles où la parole ne circule pas, où l'on protège l'adulte plutôt que l'enfant, où la honte pèse sur les victimes, la violence ne disparaît pas. Elle peut devenir un secret. Et parfois, ce secret traverse les générations avant de venir provoquer l'irrémédiable, ici, la mort d'une enfant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de décryptage consacré à la famille Barella. N'hésitez pas à liker, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité des faits divers. Les liens sont dans la légende. À très bientôt pour un nouvel épisode de décryptage.